Ah mais vous êtes là? J'avais besoin de me ressourcer. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler des besoins. Parce que tout ce qui nous anime, tout ce qu'on fait, est dicté par nos besoins. Tout ce qu'on fait dans la vie, ça part de besoins qu'on a besoin de nourrir en nous. C'est un peu notre énergie vitale, les besoins. Et c'est hyper important de les connaître, de savoir quels sont nos besoins à un moment donné, dans une situation donnée, pour savoir quelles actions mettre en place pour satisfaire ces besoins, pour les nourrir. Les besoins sont universels. On a tous les mêmes besoins. On a des façons différentes de les nourrir. On appelle ça des stratégies. Mais on a tous les mêmes besoins. Et ces besoins, ils sont immatériels. Si on parle de matière, c'est la stratégie pour nourrir le besoin. Mais déjà, pour préciser ce qu'est un besoin, c'est immatériel. Par exemple, le besoin de se nourrir. Le besoin, il est en nous, donc immatériel. La stratégie pour se nourrir, c'est par exemple de se préparer à manger et de manger. Et là, on est dans le matériel. Donc un besoin, c'est immatériel, c'est en nous. Et une stratégie, c'est dans la matière. Alors vous connaissez probablement la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Bref, c'est une pyramide. Voilà, comme celle-là. Ah non, pas celle-là. Voilà, ça c'est la bonne. Et Maslow regroupe les besoins en 5 catégories. On parle des besoins fondamentaux nécessaires à l'épanouissement de la vie. Ces catégories sont les besoins d'ordre physiologique, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins de reconnaissance et les besoins liés à l'accomplissement. Je ne vais pas m'attarder sur la pyramide de Maslow, parce que je préfère une liste de besoins qui est un petit peu plus détaillée, qui reprend une 50aine de besoins fondamentaux nécessaires à l'épanouissement de la vie, et qui a été proposée par Marshall Rosenberg, je crois en 1989. Marshall Rosenberg, c'est le père fondateur de la communication non violente, la CNV. Lui, il distingue 7 catégories de besoins. Donc il y a toujours les besoins physiologiques, il y a les besoins d'autonomie, les besoins d'interdépendance, les besoins liés à l'intégrité, les besoins liés à la célébration, à la communion spirituelle, et les besoins liés au jeu, au loisir. Je vous invite à faire une capture d'écran de cette liste pour avoir la liste des besoins fondamentaux nécessaires à l'épanouissement de la vie et pour pouvoir vous y référer. Cette liste est issue d'un des sites parrainant la CNV en France. Alors comment on décèle un besoin en nous? Il y a les besoins évidents. Dans les besoins physiologiques, le besoin d'air, le besoin d'eau, de nourriture, d'un abri, un besoin de protection, ça c'est des besoins évidents. Mais il y a aussi des besoins qui sont plus subtils, moins évidents à déceler parce qu'on n'a pas appris à les repérer. Ça peut être par exemple le besoin d'estime de soi, le besoin de beauté, d'harmonie, de paix, d'ordre, qui sont des besoins de communion spirituelle, le besoin de célébrer le deuil, je fais référence à ma précédente vidéo. Voilà, il est hyper important d'avoir cette liste sous les yeux, de la connaître un petit peu, pour avoir déjà une première piste de compréhension des besoins qui nous animent. Pour déceler nos besoins, les besoins qui génèrent nos actions, c'est-à-dire pour lesquels on met en œuvre des stratégies pour les satisfaire, on peut se référer à nos sentiments. Un besoin est toujours associé à un sentiment. Et réciproquement. Petite précision sur les sentiments. Dans un premier temps, vous pouvez utiliser le terme émotion ou sentiment de façon indifférente. Mais je vais juste préciser que le sentiment, c'est la partie ressentie dans le corps de l'émotion. En fait, la compréhension du besoin, elle est mentale. En revanche, le besoin se ressent dans le corps. Ça se passe dans le corps. Le sentiment se ressent dans le corps. Si c'est du mental, c'est du désir. C'est pas un besoin. Le besoin, il est vraiment dans le corps. Par exemple, un besoin de nourriture, on va le ressentir dans le ventre. Probablement au niveau du système digestif. Et puis ensuite, on va le ressentir dans tout le corps, par de l'hypoglycémie, par de l'anémie. Et de la même façon, le sentiment, c'est dans le corps, c'est un ressenti.
Si par exemple l'émotion c'est la colère, eh bien la partie sentiment de la colère, elle va se manifester par des tensions dans le cou, dans les épaules, accélération du rythme cardiaque, peut-être bouffée de chaleur, une perte de lucidité mentale. Voilà, il y a différents indicateurs et je vous invite à observer, quand vous vivez une émotion, un sentiment, à observer ce qui se passe dans le corps pour vous habituer à identifier finement le sentiment, l'émotion. Parce que évidemment, on sait quand on est en colère, on sait quand on est joyeux, quand on est triste, mais il y a une perception plus fine dans le corps à saisir, qui va permettre d'accéder à des sentiments plus fins, à des nuances plus subtiles, qui seront des indicateurs plus fiables, du coup, de notre état, de nos sentiments et des besoins qui y sont associés. Voilà, c'est une petite invitation que je vous fais. Quand vous vous sentez joyeux, vous prenez un petit moment avec vous-même et vous observez comment ça se passe dans le corps, la joie. Qu'est-ce qui vit, ou au contraire, qu'est-ce qui est contracté, qu'est-ce qui est animé, qu'est-ce qui est éteint. Donc tout besoin est associé à un sentiment. Et tout sentiment, toute émotion, est associé à un besoin, satisfait ou pas satisfait. Je vous invite à expérimenter vraiment. Laissez une situation venir, une situation récente, pas trop lourde, hein, pas un truc qui vous remue énormément, mais quelque chose qui a laissé une trace. Vous vous centrez quelques instants avec vous-même, et la situation qui va venir, si elle vient, c'est qu'elle est encore vivante. Et là, vous pouvez observer comment vous vous sentez. Vous venez donc détailler, comme je viens de l'expliquer, comment ça se passe à l'intérieur du corps. Et de là, vous allez associer un sentiment. Et ce sentiment va vous permettre, si vous continuez à rester avec vous-même, de laisser émerger un besoin, le besoin qui est associé à ce sentiment. Je vais vous faire une petite démonstration. Je prends quelques instants pour me centrer et laisser venir une situation. Alors pour se centrer, c'est un gros sujet, je ferai une vidéo sur le sujet, même peut-être plusieurs vidéos. Et là on va dire juste, on prend un petit temps avec soi-même. Ok, il y a une situation qui a émergé. Je vous la décris brièvement. Il y a 2 jours, au pied levé, on m'a demandé d'animer un atelier de CNV, de communication non violente. Et j'y étais pas préparé. J'étais pas préparé à ce thème-là, au thème qui m'était demandé. Et du coup, j'ai trouvé que mon animation était pas au top. De mon point de vue, que j'aurais pu mieux faire et que j'ai pas pu transmettre et incarner ce que je voulais incarner et transmettre. J'aurais pas dû accepter, et j'ai accepté ma volonté de contribuer, c'est-à-dire mon besoin de contribuer à dépasser mon besoin d'estime de moi et d'authenticité, par exemple. Comment je me sens? En repensant à cette situation, qu'est-ce qui vit encore en moi? Ouais, il y a un peu de colère. Pourquoi un peu de colère? Parce que je sens de la tension, là, dans le plexus solaire. Je sens une petite tension dans les épaules, dans la nuque. Donc il y a un peu de colère. Dans le ventre, ça bloque un petit peu la respiration. Là, c'est du dépit. J'aurais tellement aimé pouvoir mieux faire. En même temps, c'est ok, mais c'est ça qui est encore vivant. Il y a vraiment un truc dans les épaules. Je sens un petit peu de tristesse monter. Je le sens au niveau des yeux. Bon, je m'arrête là, je pourrais investiguer un petit peu plus. Mais on a déjà une base sur laquelle travailler. Donc là, j'ai les sentiments et les émotions qui vont avec. C'est quoi les besoins qui ont été nourris ou pas nourris par cette situation? Donc colère, tristesse, dépit. Je laisse monter le besoin. Je le laisse émerger, s'exprimer par l'intuition.
Donc il y avait vraiment un besoin d'authenticité qui n'a pas été nourri. Et puis mon besoin de contribution non plus, il n'a pas été nourri. Le besoin d'estime de moi n'a pas été nourri. Voilà, je m'arrête là, encore une fois, je pourrais y passer plus de temps, aller un petit peu plus loin, chercher vraiment les besoins racines derrière tout ça. C'est-à-dire il peut y avoir des besoins qui se cachent derrière les besoins, les premiers besoins que j'ai identifiés. Une fois que j'ai identifié le besoin, qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre d'élaborer une stratégie pour le nourrir. Ok, là je sais que j'ai besoin d'estime de moi, d'authenticité, et un besoin de contribuer. Comment je fais pour nourrir ces besoins? Bon, là, en l'occurrence, c'est facile. L'estime de moi, je peux la nourrir moi-même. Par exemple, dans la prochaine situation qui se présente, avoir ce besoin à l'esprit, et du coup me mettre dans la conscience que je dois nourrir ce besoin. Et je vais nourrir le besoin d'estime de moi. Par exemple, cette vidéo peut nourrir le besoin d'estime de moi. Elle peut aussi nourrir le besoin d'authenticité. J'essaye d'être le plus authentique possible dans mes propos, dans mon comportement et dans ce que je vous propose dans les vidéos. La stratégie est vraiment différente du besoin, je le redis. Le besoin, il est immatériel, il m'appartient. Et la stratégie, c'est ce que je mets en œuvre pour nourrir le besoin. Et quand je dis que le besoin m'appartient, et que la stratégie, je la choisis, ça a un autre aspect hyper important. Et je reviens sur la notion de reprendre sa responsabilité. C'est-à-dire reprendre la responsabilité de ses sentiments et de ses besoins. En gros, un besoin et un sentiment, ça ne dépend pas d'une situation ou d'une personne en particulier. Le besoin, il m'appartient. Alors la personne ou la situation en particulier peut déclencher un sentiment qui va me permettre d'identifier le besoin, mais le besoin m'appartient. Personne d'autre que moi n'est responsable de mes besoins et de la façon dans laquelle je les nourris ou pas. Si on rend un besoin dépendant d'une personne ou d'une situation en particulier, en fait, on est en train de se mettre dans le rôle de victime, parce que ce que l'on vit est dépendant des autres, ou des situations. Et ça, c'est la victime qui vit comme ça. C'est pas la personne responsable de ses sentiments et de ses besoins. Par exemple, si j'identifie un besoin de soutien et que je demande à mon conjoint, ma conjointe, de me fournir ce soutien, ou que j'exige de mon conjoint ou de ma conjointe, ou que je lui reproche de ne pas m'avoir donné ce soutien, je suis en train d'utiliser une stratégie qui est pas OK pour nourrir le besoin. Finalement, le besoin de soutien, je peux le nourrir moi-même. Il n'est pas dépendant de mon conjoint ou de ma conjointe. Je peux aussi demander à d'autres personnes du soutien. Mais si je focalise ça sur une personne ou sur une situation, je deviens victime. Si l'autre ne me soutient pas, je suis victime. Et l'autre n'est pas obligé de me soutenir, il n'est peut-être pas dispo pour me soutenir à ce moment-là. En revanche, je peux être responsable et nourrir moi-même mon besoin de soutien. En gros, c'est facile à identifier. Quand on dit « j'ai besoin que tu fasses quelque chose, dises quelque chose, penses quelque chose », j'ai besoin que tu. On met le mot besoin, mais en fait c'est une exigence. C'est je veux que tu. Et puis cette exigence, en plus elle est culpabilisante. On remet sa responsabilité, la responsabilité de nos propres besoins, sur l'autre. De la même façon, on peut être amené à dire je sens que tu. Je sens que tu es en colère, je sens que tu veux ci ou ça. Là aussi, c'est pas très juste, c'est pas très responsable. Parce que quand on dit « je sens que tu », d'abord on le ressent pas, mais en fait on est en train de dire « je pense que tu ». Là aussi, on est dans une forme de culpabilisation, de jugement de l'autre. C'est pas un sentiment. On utilise le mot « sentir », mais c'est pas un ressenti, c'est une pensée. Une pensée qui est pas très juste et qui va pas conduire à quelque chose de juste dans la relation. Le besoin, effectivement, ça conduit à une demande. Une demande qu'on peut se faire à soi-même ou à autrui. Dans mon exemple de besoin de soutien, on peut effectivement demander à quelqu'un, ou même à la personne incriminée, du soutien. Je souhaiterais que tu me soutiennes dans ce projet, ou dans cette pensée, ou dans cette situation. Mais la demande, c'est pas une exigence. Une demande, c'est ouvert, c'est négociable. Une demande,
peut se voir opposer un refus. Il faut être OK avec ça quand on fait la demande. Une demande, c'est pas une exigence. C'est une mise en mouvement. Et ça va conduire à quelque chose. Pas forcément à ce que l'on veut. Donc bien distinguer « je souhaite » de « je veux ». Et comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, quand on projette un besoin sur autrui, c'est qu'effectivement le besoin n'est pas nourri en nous, ou alors qu'il reste un traumatisme. C'est-à-dire que ce besoin n'a pas été nourri à un moment, par exemple dans notre enfance, et qu'il en reste encore quelque chose de vivant en nous aujourd'hui. Donc c'est un bon indicateur. Et ça permet d'aller voir ce qui n'est pas OK en nous. Mais encore une fois, c'est pas l'autre qui est responsable, c'est notre responsabilité. Nourrir nos besoins, soigner nos blessures. Par exemple, si j'exige l'amour de mon partenaire ou de ma partenaire, c'est pas juste en soi. C'est que quelque part, il y a un manque d'amour en moi. Mais ce manque d'amour, j'en ai la responsabilité. Je ne peux pas rejeter la responsabilité de ce manque d'amour sur mon ou ma partenaire. Le manque d'amour, il est en moi. Et s'il n'y avait pas ce manque d'amour en moi, je rayonnerais l'amour. J'aurais pas besoin de recevoir de l'amour pour combler un manque. Même peut-être qu'au contraire, je donnerais de l'amour. Évidemment, je peux faire la demande à mon partenaire ou à ma partenaire de me donner de l'amour. C'est OK. Je souhaite que tu me témoignes ton amour. Est-ce que tu es OK pour me témoigner de l'amour maintenant ou un petit peu plus tard quand tu seras disponible pour le faire? C'est une demande. Et elle est négociable. L'autre peut être pas dispo tout de suite et dire non, là tout de suite je suis préoccupé, mais si tu veux, je te ferai un gros câlin dans une demi-heure, par exemple. Dans tout ça, encore une fois, l'intention est très importante. Est-ce qu'on a l'intention d'obtenir quelque chose, auquel cas c'est pas une demande, mais c'est une exigence, ou est-ce qu'on a l'intention de nourrir le besoin et de se mettre en mouvement pour aller nourrir ce besoin, tout en sachant qu'il faudra peut-être être un peu créatif pour nourrir le besoin, et que c'est pas notre premier essai, que ça se passera exactement comme on le souhaite. Et ce qui est important là-dedans, c'est que le premier besoin d'un besoin, c'est d'être exprimé. C'est d'être reconnu, entendu. C'est vraiment le premier besoin d'un besoin. Rien que cette mise en mouvement-là, exprimer le besoin, qu'il soit entendu, c'est déjà le nourrir un petit peu. Alors je reviendrai sur l'intention dans d'autres vidéos et sur cette mise en mouvement, parce que le sujet est un petit peu vaste et il déborde un peu le cadre de la présente vidéo. Pour conclure, j'ai un besoin d'honnêteté envers vous. Je me suis rendu compte récemment que les sujets que je choisissais dans les vidéos, c'était très en lien avec ce que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire que quand j'ai créé le canal, j'ai listé un certain nombre de sujets que je voulais aborder. Je les ai organisés, et en réalité, je suis pas vraiment à cette organisation. J'y vais un petit peu à l'inspiration, et je me suis rendu compte que l'inspiration, elle était très en lien avec ce que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire qu'au-delà du besoin de contribuer à l'épanouissement de la vie, un besoin que j'ai déjà formulé, il y a vraiment un besoin d'authenticité. En fait, j'ai besoin de vérifier où j'en suis par rapport au thème que j'aborde dans les vidéos. J'ai besoin de le vérifier dans ma propre vie. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de résonance intuitive entre les sujets que j'aborde et puis ce que je vis en parallèle. En gros, quand j'aborde un sujet, soit il a été présent dans les jours qui précèdent la vidéo, soit il va sortir juste après. Et parfois, c'est sorti de façon bien violente. Et c'était chouette, parce que j'avais la conscience que c'était un moyen pour moi de vérifier où je me trouvais. Est-ce que je suis en train de blablater et de vous donner des conseils qui viennent du mental et que j'incarne pas du tout? Ou est-ce que, effectivement, ce que je vous dis, c'est un truc que je vis, que je mets en œuvre, et qui est pleinement en moi? Voilà, j'avais
besoin d'honnêteté envers vous et d'authenticité que je nourris par la stratégie de vous communiquer tout ça. En tout cas, je vous invite vraiment à prendre, quand vous en avez le temps, quand vous le pouvez, ce petit temps de centrage, d'observation de comment une situation vit en vous, qu'est-ce que ça crée réellement dans le corps, quels sont les sentiments associés à ces ressentis, quelles sont les émotions liées, et à laisser émerger les besoins qui sont en lien, et observer si ces besoins sont nourris ou pas nourris. Et du coup, à élaborer une stratégie pour les nourrir, et avoir une mise en mouvement au travers d'une demande pour nourrir ces besoins. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo. Oui, le plus possible, s'il vous plaît. À cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et puis, à expérimenter. Belle expérimentation à vous.